à vous. Eh bien, je vous souhaite un bon matin. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés confortablement chez vous. Eh bien, on est là pour vous accompagner jusqu'à 9h30, 1h30 durant. Plusieurs invités, plusieurs plateaux et plusieurs sujets aussi. Alors aujourd'hui, c'est vraiment bien varié. Alors, vous allez le découvrir avec moi à travers le Bonjour d'Algérie du 5 novembre, comme d'accoutumé, le mercredi de la station régionale de... Eh bien oui, d'Oran Behia. Eh bien, on va commencer notre feuille de route en cette matinée avec la rubrique de santé où on va parler du Novembre bleu, le mois de sensibilisation contre le cancer de la prostate. Et bien sûr, on va parler d'aviculture avec nos invités. On parlera du Festival du théâtre amateur qui se déroule actuellement, alors, et qui verra sa clôture demain à Mostaganem. On reviendra sur le festival du film arabe, le FIOFA. Eh bien, on verra cela avec nos invités. Et c'est ce soir la grande clôture de cette 13e édition. Et bien sûr, dernière ligne droite avec un artiste et pas des moindres, c'est Nedir Bennosor qui viendra nous présenter son dernier clip et sa dernière chanson. Voilà tout pour cette matinée. Mais on commence toujours en chanson. Eh bien, aujourd'hui, on a jeté notre dévolu sur Cheb Hasni. طعمها
Comme je suis avec vous, chers amis du matin, je suis fidèle à vous et j'adore vous servir comme à chaque mercredi. Eh bien, je suis avec docteur Ouslim Saadi. Alors elle est chef de service de biochimie au CHU d'Oran Benzarjeb. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Alors, et j'adore votre sourire, hein. Moi je le dis, hein. Merci beaucoup. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau et de nous donner surtout l'occasion de vous donner les dernières actualités durant ce mois sacré, le mois de novembre. Eh bien, c'est ça le but, hein. C'est pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la santé. Parce que nous, quand on est là, on est enfermé alors de sujet en sujet. Donc, on risque d'oublier un petit peu d'autres créneaux, on va dire. Donc, et c'est votre devoir de venir pour nous sensibiliser justement sur quelques maladies qu'on ne connaît pas des fois. Des fois, on entend parler comme ça. Donc, mais là, on va avoir quand même quelques informations sur la sensibilisation et cette campagne, justement. Exactement. Alors, vous avez commencé, je pense, le 1er novembre normalement, ou le 2, je ne sais pas. Donc, on va le savoir avec vous. Voilà. Donc, une campagne de sensibilisation qui a démarré et ça va durer tout le mois de novembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport au CHU de Benzarjeb ou alors à Oran, pourquoi pas? Oui, bien sûr. D'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je vous disais, je vous remercie pour votre invitation. J'ai dit tout à l'heure le mois sacré du mois de novembre. Oui, le mois de novembre était un mois de sacré parce que pour nous, les Algériens, avec son impact, il est très important pour nous. Et donc, c'est une occasion, donc, sous les directives de Monsieur le Président de la République, qui tient vraiment à la prise en charge efficace des malades, sous aussi les directives du ministère de la Santé et de la Direction de la Santé. Donc, le CHU a à leur tête la direction générale et notre service, ainsi que le service d'urologie et d'oncologie médicale. Donc, nous avons opté pour le novembre bleu. Ce novembre bleu, donc, déjà, c'est un mois qui a été dédié pour le cancer de la prostate en continuité de l'octobre rose. Donc, l'octobre rose, tout le monde en parle, tout le monde fait du dépistage, toutes les femmes en ont pris conscience. Mais qu'en est-il du novembre bleu? Le novembre bleu, oui, voilà. C'est encore plus sensible, on va dire, le novembre bleu. C'est, je dirais, presque la même sensibilité, mais seulement il y a beaucoup plus de tabous. Voilà. Chez nous, surtout en Algérie, les hommes ne se plaignent pas. Ça touche un petit peu leur virilité peut-être, mais ils ne viennent pas se plaindre de dire voilà, j'ai mal, je souffre, j'ai un problème. La femme, elle est beaucoup plus réceptive et elle a tendance à s'exposer beaucoup plus facilement. Les hommes chez nous sont... Ils se laissent aller. Ils se laissent aller, puis il y a aussi un peu peut-être le côté un peu macho aussi, qui leur fait qu'ils ne viennent pas se plaindre. C'est pour ça, ce novembre bleu, durant ce mois, nous avons commencé déjà le 3 novembre une campagne de sensibilisation. Le 1er novembre, c'est un jour de fête. Bien sûr. Donc, on ne le touche pas, c'est un jour sacré pour nous. Incontournable, hein, parce que le 1er novembre 54, de toutes les façons, c'est une grande date ancrée dans l'esprit de tous les Algériens. Exactement. Et c'est le facteur, justement, de l'indépendance. Hein. Ça a commencé le 1er novembre. Et c'est notre locomotive. Effectivement, oui. Donc, on est fiers d'appartenir à cette nation. Hein. Et comment? Il faut le dire et le redire tout le temps. Moi, personnellement... Moi, tout le temps, je leur dis « Ah, je suis algérienne avec un grand A ». Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous. Je suis exactement les mêmes directives que vous. Donc, alors à partir du 3 novembre, nous avons commencé une campagne de sensibilisation. Tous les matins, nous recevons des malades au niveau du service, au niveau du laboratoire central du CHU d'Oran, au service de biochimie. Nous avons même mis un petit chapiteau, donc pour que l'accueil soit plus convivial pour les hommes. Il y a l'association Lala qui nous aide par ses psychologues qui viennent nous aider aussi. Donc, ils sont là. L'apport des psychologues, c'est surtout, comme je vous disais, c'est pour faciliter l'accès au prélèvement, l'accès déjà pour attirer le malade. Donc, ils sont là, on les reçoit de 8h30 à midi. Donc, pour les prélèvements, c'est des prélèvements qui se font
même après, c'est-à-dire non agents. Ah, d'accord, ils peuvent prendre leur café, ils prennent venir. leur café, leur petit déjeuner. Ils peuvent venir jusqu'à, je vous ai dit, jusqu'à midi, ils peuvent venir. Donc, ils peuvent prendre le café de 17 h du matin, de 10 h et même celui de 11 h. Mais ils viennent, on les prélève. C'est un petit prélèvement sanguin qui permettra de faire un dépistage. Il faut savoir une chose que l'année dernière, par exemple, nous avons fait la même campagne. Nous avons fait 550 malades. Et sur les 550 malades, comment nous avons eu 67 malades qui étaient positifs et qui ne le savaient pas. Oula. Donc, il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui évolue à bas bruit. Il est sournois. Il est sournois. Il se développe à bas bruit. Il n'y a pas beaucoup de signes cliniques, à part une pollakiurie ou encore une dysurie. Et après, malheureusement, le diagnostic, dans 80-85% des cas, il est fait au stade de métastase. C'est-à-dire, au moment où on commence à avoir mal, il y a déjà une localisation et c'est surtout des métastases osseuses. C'est surtout au niveau du petit bassin. Donc là, il a des... C'est difficile. Voilà. À ce moment-là, le cancer, il a pris du volume, il est en T3 vers... Il a pris du terrain aussi. Voilà, il est en T3 vers du D4 et là, la prise en charge devient beaucoup plus difficile. Il faut savoir que le cancer de la prostate au stade infraclinique, au stade localisé, il est de guérison pratiquement à 100%. Effectivement, oui. Avec un traitement très, très léger. C'est-à-dire que ce sera un traitement chirurgical. Donc, on enlève la prostate. L'ablation. L'ablation, voilà, la prostatectomie radiale. Donc, on enlève la prostate. On peut même introduire un peu de radiothérapie, mais ça s'arrête là. Mais quand ça évolue, le traitement devient beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en plus de la chirurgie, de la radiothérapie, on va introduire de l'hormonothérapie, parce qu'il faut savoir que c'est un cancer qui est hormonodépendant. Donc, on va encore recevoir de l'hormonothérapie. Et dans les stades avancés, on va même vers la chimio. Donc vous voyez, c'est des traitements qui sont quand même relativement lourds pour le malade, pour son environnement. Et vous savez très bien les complications après, les effets secondaires. Par contre, quand il est diagnostiqué précocement, c'est un traitement léger. Et même, vous voyez que le malade répond de façon très, très, très favorable. Alors, et vous ciblez quel âge? D'ailleurs, ça va commencer de 2 à... Alors nous ciblons, normalement, selon les recommandations de l'OMS, c'est 50 ans, mais nous, on descend jusqu'à 45 ans quand il y a des facteurs de risque. Des facteurs de risque, c'est-à-dire que la personne elle a déjà des antécédents dans la famille de cancer de prostate. Donc, on descend à 45 ans. Donc, c'est à partir de 45 ans et on monte. Il n'y a pas de limite supérieure. Oui. Voilà. Alors, et est-ce que les hommes, généralement, en 2025, sont réceptifs à ces examens et à cette sensibilisation et ce dépistage précoce? Alors, je vais être honnête avec vous. Oui. C'est un peu difficile qu'ils parlent, c'est un peu difficile qu'ils viennent vers vous, mais quand même, ces dernières années, on note une nette amélioration dans la réceptivité de l'idée en elle-même. Voilà. Donc, nous, on aimerait que... L'esprit a un petit peu changé? Un peu. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un peu. Voilà. C'est déjà ça. C'est-à-dire on a gagné un petit peu un petit pourcentage. Mais je vous dis aussi que ces 10 dernières années, le nombre a doublé du cancer de la prostate. Par l'intervention de plusieurs facteurs, bien sûr. Mais on aimerait bien que les hommes soient un peu plus à l'écoute de leur santé et de leur corps. La femme, elle vient vers vous spontanément. Les hommes, c'est un peu plus difficile, mais nous, on essaye quand même d'arranger les choses. Pour comment? C'est-à-dire de dire que c'est quelque chose de normal. Dire j'ai besoin. C'est comme une autre maladie, en fait. Voilà. Parce que quand il est pris à temps. Quand il est pris à temps, on guérit à 100%. Effectivement. Voilà. On a un taux de réussite pratiquement de 100%. Donc, pourquoi pas venir et se faire dépister? Je vous invite, à partir de ce plateau, venez. Vous êtes les bienvenus durant tout le mois de novembre, du 3 novembre au 30 novembre. C'est-à-dire tout le mois. C'est où exactement? C'est le laboratoire central du CHU d'Oran, le service de biochimie. D'ailleurs, quand ils vont venir, ils vont voir un chapiteau rouge. Donc, ils ne risquent pas de se perdre. En fait. Donc, c'est au niveau du laboratoire. En général, on est en face de la radio. Pratiquement tout le monde connaît le CHU d'Oran, ce qu'on appelle ex-Plateau. Plateau, voilà. L'hôpital de Plateau. Alors, tout le monde connaît ça à Oran. Donc, venez, vous êtes les bienvenus. Ils verront même qu'il y a un très bon accueil. Une bonne réceptivité, on a un bouquet de fleurs, on a plein de choses, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, pour mettre une atmosphère agréable pour nos compatriotes. Donc on est là pour leur tendre la main et leur dire soyez nombreux, pensez à votre santé et pensez à vous dépister. Alors, et quels sont les symptômes de cette maladie, justement? C'est ça l'inconvénient, comme beaucoup de cancers, malheureusement, il est sournois. Tout à l'heure, vous l'avez dit, la symptomatologie, je vous ai dit, elle est vraiment minime. Au début, c'est juste des troubles de la miction.
c'est-à-dire soit une pollakiurie et l'envie d'uriner le soir, etc. Et comme c'est le sujet âgé, en général c'est à partir de 60 ans, 65 ans, on pense surtout on néglige cette symptomatologie parce qu'on se dit commence à devenir vieux, on a un relâchement de la vessie. Mais non, il faut penser à se faire examiner, ne serait-ce que par un petit prélèvement. Il y a des douleurs, il y a l'apparition. Non? Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Je vous ai dit, quand on a des douleurs, on est déjà au stade de métastase. Ah, donc, voilà. Il fait pas mal parce que la prostate, anatomiquement, elle est dans une région où il peut évoluer de façon à l'aise. Alors, quelles sont les causes de cette maladie, justement? Alors, les causes, elles sont multiples. D'abord, il y a le vieillissement. Il y a l'âge, il y a le vieillissement. Donc, plus on prend de l'âge, plus on a tendance à développer le cancer de la prostate. Le deuxième volet, je vous ai dit que c'est un cancer qui est hormonodépendant. Donc, un trouble dans la testostérone peut engendrer ce problème. Le troisième point, c'est surtout les facteurs environnementaux, c'est-à-dire la pollution, le stress, les mauvaises habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'actuellement, on mange beaucoup de gras, on mange trop gras, trop sucré. Et l'alimentation qui casse la santé d'ailleurs. Le gras, le sucre, le sel, trop de... C'est beaucoup. Voilà, et puis il y a le tabac. Je le dis, je le répète, je ne cesserai pas de le dire. Quand je dis le tabac, c'est toutes ses formes, que ce soit fumé ou là, le tabac chiqué. Ah oui. Donc, j'insiste parce que j'ai beaucoup de malades, ils me disent, moi, mais moi, je ne fume pas. Mais vous mettez le tabac chiqué, chema. Effectivement. Je dis bien le mot chema, comme ça les gens comprennent. Oui, pour qu'ils puissent comprendre. Comprendre, voilà. Chema, c'est plus dangereux. Et la cigarette électronique, que pensez-vous de cela? Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de recul sur les cigarettes électroniques. C'est la même chose que la cigarette? En matière de cancer de la prostate, nous n'avons pas beaucoup de recul sur la cigarette électronique. Mais je vous ai dit, tout ça, c'est des compléments qui ne servent à rien du tout. Effectivement. Donc, évitez-les. Quand on peut prendre du naturel, prenons du naturel et arrêtez d'aller vers des produits qui vous empoisonnent le corps et vous intoxiquent. Voilà. Alors, quelles en sont les dernières avancées thérapeutiques pour cette maladie? Alors, actuellement, en avancée thérapeutique, comme je vous disais, donc le premier traitement de choix, c'est surtout la chirurgie. Donc, je remercie surtout nos urologues qui sont là, qui sont présents. Quand on leur présente les malades, ils sont réceptifs. Donc, on remercie le professeur Benatta et son équipe. Donc, après, il y a la radiothérapie. Donc la radiothérapie, c'est surtout une radiothérapie qui est surtout indiquée pour les cancers localisés. Mais après vient l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Actuellement, nous allons vers les thérapies ciblées, donc vers les thérapies innovantes. En matière de cancer de prostate, les protocoles anciens restent toujours aussi bons. Voilà, restent toujours aussi bons, toujours aussi efficaces. Et comme je vous ai dit, un dépistage précoce, un diagnostic précoce, une bonne guérison. Et malheureusement, quand on atteint le stade de métastase, là, ça devient une autre paire de manches. C'est un peu plus compliqué et ça dépend aussi de la réceptivité des malades. Voilà. Surtout que quand ils reçoivent un traitement très lourd, déjà, ça déteint sur l'immunité de la personne et c'est pas bon du tout. Donc, il vaut mieux faire un dépistage précoce pour qu'ils n'atteignent pas ce stade, en fait. Exactement. Et puis, il y a une répercussion aussi sur le soi. Parce qu'il y a des troubles après, il y a des troubles érectiles, il y a beaucoup de troubles après qui viennent par la suite. Et là, ça empiète un petit peu sur la personne en elle-même, sur son soi. C'est pour ça que nous ramenons avec nous des psychologues qui essayent de leur expliquer l'impact et l'intérêt d'un dépistage précoce pour avoir après une vie agréable. Ouais. Même si on doit vivre 100 ans, qu'on le vive convenablement. La santé, c'est important. La prise en charge psychologique est très importante dans ces cas. Bien sûr, elle est très importante. C'est pour ça qu'on remercie l'association Nala. Et on remercie tous ceux qui nous aident de près ou de loin. Vous savez, des fois, c'est juste quelqu'un qui vous tend la main, qui vous ramène, et c'est déjà un plus. Oui, voilà. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Quel est votre dernier conseil? Prenez soin de vous, mangez bien. Surtout, une chose importante, l'alimentation doit être équilibrée. Je parle d'un régime méditerranéen qui est l'idéal. Bah oui, donc, à base d'huile d'olive, les figues. Effectivement. Les figues, c'est excellent de manger des figues, de prendre de l'huile d'olive, de manger du poisson. Diminuer un petit peu le gras saturé, faites un peu d'activité sportive. Quand on dit une activité sportive, ça ne veut pas dire que vous allez dans la salle. C'est de la marche. Voilà. On marche. Marchez. Laissez tomber vos véhicules à la maison, laissez-les dans le garage et puis essayez de favoriser les escaliers de l'ascenseur.
Ça aussi. Ça, c'est notre cas. Voilà. Favoriser les escaliers. Alors, la régie, alors tous mes collègues qui sont à la régie, hein, attention, favoriser les escaliers et pas l'ascenseur. Voilà. Bon, donc, moi y compris, hein, de toutes les façons. Voilà, Hein. voilà. Merci beaucoup, professeur Ouslim Saadi. Alors, je le rappelle que vous êtes chef de service en biochimie au CHU d'Oran Benzarjab, ex-plateau comme on l'appelle. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, et tout de suite, sujet sur l'atelier du montage à travers le téléphone mobile. Et c'est un sujet, alors je pense que... Bon, je le saurai tout à l'heure. Voilà, je le saurai tout à l'heure. Donc, c'est un atelier qui s'est passé en marge du Festival du film arabe. On se retrouve juste après. La formation en cinéma mobile organisée en marge du Festival du film arabe a marqué les esprits par son audace et sa pertinence en réinventant le geste cinématographique à l'ère du smartphone dirigé par إياد داوود et Diana Djabbour. جينا اليوم تما كمتربصين بنزيدوا نتعرفوا اكثر على العالم تاع السينما اللي هي الفن السابع واللي حنا نعتبروا كشباب شغوفين به بزاف. وفي في هذه الايام ان شاء الله تما مع الاساتذه اللي جاونا بربي ان شاء الله. كان لنا شرف ان حضرنا في الورشات كمتربصين قاعدين نتعلموا. جاونا اساتذه من الخارج وخاصه من معهد الجزيره. استفادينا بزاف من كيفيه كتابه السيناريو، كيفاش نوجدوا السيناريو، كيفاش نسوقوا للسيناريو تاعنا، كيفاش نتعاملوا مع المنتج كي يكون عندنا سيناريو، وحتى الكتابه تاع السيناريو ما تكون شابه ولا مش شابه، كيفاش تقنع المنتج ولا المخرج كيفاش باش يمولك ولا باش يخدم لك هذاك العمل. Cette initiative a mis en lumière la capacité d'un smartphone à devenir un outil de narration puissant. المشاركون يفعلون ما يفعله المحترفون، مبدعين عندهم قدرات ومهارات عالية. فكرة الانتقال من التصوير من الكاميرا إلى الموبايل، المونتاج من وحدات المونتاج أو غرف المونتاج أو اللابتوب إلى الشاشة فيها صعوبة، لكن أعتقد أنه بقدرتهم مهارتهم ومن خلال هذه الدورة راح نستطيع أنه يقوموا بالمونتاج على الموبايل وتطبيقات الموبايل بشكل أكثر من جيد. يجمعهم شغف الكتابة وتجمعهم الموهبة أيضا كما تبدى لي حتى اللحظة. هذه الموهبة التي تحتاج إلى بعض الصقل بمعنى معرفة التقنيات حتى لا تتوه الموهبة. En marge des projections et des cérémonies, cette formation a incarné l'esprit du festival, ouvrir le cinéma à tous, le rendre vivant, libre et profondément humain. Eh bien voilà, nous sommes là et ce sont les aléas du direct puisque nos invités, ils ont fait un tout petit retard, mais ils sont là, l'essentiel qu'ils sont là. Alors bien sûr, je nommerai monsieur Tahar Tamdarari. Alors lui, il est secrétaire général de l'UPAO. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour nous, madame. Vous êtes aviculteur. Oui, juriste de formation, je suis docteur en droit. Très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous M. Derdour Jelloul. Alors vous êtes président de l'UPAO, c'est ça? l'UPAO, bien sûr. Vous, ça va? Ça va. Vous allez bien? Marhaba bikoum. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et bien sûr, nous avons avec nous Mohamed Bouchlerem. Voilà, alors vous êtes l'organisation du concours et des expositions des oiseaux. Alors l'Union des passionnés de l'ornithologie. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de discuter avec votre collègue. Non, le problème c'est que je suis stressé parce que c'est lui le directeur d'organisation, parce que l'événement se passe actuellement, il est en... Alors attendez, vous êtes stressé? Oui. C'est votre première télé? Voilà. Comment se fait-il que vous êtes stressé? Je sais pas. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Hein? Voilà. Non, ça va bien se passer puisque nous sommes en compagnie. Alors, on a des invités de marque sur le plateau puisque nous avons des petits oiseaux ici. Moi, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien les animaux en général. D'habitude, j'adore les chiens, mais là, j'aime bien les oiseaux. Hein.
Il gazouille. Oui, Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concours que vous organisez. Cette année, on a organisé la deuxième édition du concours national de l'ornithologie en Algérie. Donc, cette année, on a choisi 4 sections. On a choisi les canaris de posture, comme ce Celui canari. qui est à côté. Voilà, c'est un canari frisé. Donc, on a choisi aussi la faune. La faune, c'est les oiseaux sauvages. Voilà, le chardonneret, l'oiseau le plus aimé en Algérie. Voilà. Oui. On a choisi aussi une section, la section des canaris de couleur. Voilà, le canari récessif, le blanc là. Alors, attendez. Non. Alors ça, c'est un canari de posture. C'est un canari de posture. Voilà. C'est des oiseaux de posture. C'est un canari de posture. Voilà, c'est Voilà. un frisé. C'est un frisé. Alors, Voilà. c'est pour ça qu'il a les poils un petit peu frisés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, et en plus de ça, il est beau. Hein. Bien sûr. Il a de belles couleurs aussi. Je pense que c'est un futur champion. Parce qu'il va être jugé aujourd'hui. On a invité 3 juges internationaux, 2 Tunisiens et un Belge. Ils sont actuellement en train d'effectuer le jugement des oiseaux. D'ailleurs, ils ont hier jugé plus de 350 oiseaux. Bon, en grosso modo, bien sûr, en grosso modo, cette année, on a reçu presque 700 oiseaux dans toutes les catégories. Donc c'est un énorme concours des 58 wilayas de l'Algérie. Donc toutes les associations nous ont participé à cet événement. Ont répondu oui à l'événement, bien sûr. Il y a même des oiseaux qui sont arrivés hier tôt le matin de Annaba. D'ailleurs, ils étaient un petit peu fatigués, donc on a laissé leur jugement aujourd'hui pour qu'ils reprennent leur force. Alors, quels sont les critères pour les jurés, messieurs? Voilà. Généralement, pour les oiseaux de posture, il y a un standard. Il y a des... on laisse les messieurs nous parler de ça. Parce que je vois qu'ils sont stressés. Donc, on aimerait bien les introduire et les inclure dans le débat. Merci. Hein, messieurs? C'est tout à fait normal qu'on soit stressé parce que c'est notre première. Ah, c'est votre première télé. Je suis très heureuse de vous inviter, de vous avoir sur le plateau. Mais ne soyez pas stressés. D'ailleurs, vous voyez, il y a toute une équipe avec vous. Il y a moi qui est en face. Hein? Il y a moi qui est en face. Très bien. Merci. Pour corriger ce qu'a dit mon ami Tahar, ça c'est des champions. Ça, ils ont été jugés. Ils ont leur rosace. C'est des champions. Donc je suis chanceuse. Oui. On n'a ramené que les champions. D'accord. Alors, ça, c'est le canari. C'est le champion dans sa catégorie. Dans sa catégorie. Ouais. Et Heda... Lui aussi, c'est le champion dans sa catégorie. D'ailleurs, on voit... les rosaces. Les rosaces, exactement. Rosaces. Donc, il faut un petit peu zoomer sur le... c'est un chardonnay. Chardonnay, voilà. Parva. Donc, non, pas le blanc. Pas le blanc. C'est celui qui est avec nous. Non. Celui qui est avec nous, voilà, sur la table, s'il vous plaît, Madame Fatema Tahri, notre réalisatrice. Donc, essayez de nous montrer. Voilà, c'est celui-là. Alors, bon. Pour revenir. Voilà, pour revenir sur le sujet. Bon, les sujets, il y a un standard pour chaque catégorie d'oiseaux. Quels sont ces standards? Les standards, bon, le standard, c'est la posture, c'est la couleur, c'est le plumage, c'est ça, c'est la couleur, c'est la couleur des oiseaux. La forme. Et la forme. Quand je dis posture, c'est la forme. C'est ça. En grosso modo, on ne va pas détailler parce que c'est un vaste monde. Non, mais vous pouvez nous donner quelques grandes lignes, on va dire, de l'importance justement de ces critères pour être champion. Donc il y a des points, madame. Il y a des points qui sont dans une feuille de jugement que les juges de chaque catégorie ramènent avec eux. Ça s'appelle les feuilles de jugement qui ont été faites par des grands éleveurs et par une organisation mondiale qui s'appelle la Confédération mondiale de l'ornithologie, la COM, qui a son siège actuellement au Portugal, parce que c'est une organisation qui suit l'adresse du président. Donc son président actuellement c'est Carlos, donc qui est du Portugal. Donc le siège actuellement est du Portugal. D'ailleurs, on a fait une demande au ministère de l'Intérieur
qu'il a transmis au ministère de l'Extérieur afin d'intégrer cette confédération. La confédération nous a répondu avec une réponse positive, donc ils ont accepté notre adhésion. Maintenant, selon la loi de l'Algérie, l'article 22 de la loi 1206, qui stipule qu'on doit avoir un avis du ministère de l'Intérieur qui va aviser le ministère de l'Extérieur pour adhérer à cette confédération. Inch'Allah. C'est un concours international? Comme ça, on va organiser des concours internationaux. On va participer aux mondiaux. D'ailleurs, il y a un mondial qui va être effectué en Belgique cette année. C'est la 73e édition du mondial de l'ornithologie qui va être effectué la première semaine de janvier. Donc, si on obtient notre accord par le ministère de l'Intérieur, Inch'Allah, on va participer à ce mondial. Comme ça, notre drapeau algérien va être levé avec l'hymne national en direct de ce mondial, Inch'Allah. Eh bien, Monsieur Tahar Tamdarari, donc je rappelle que vous êtes aviculteur, c'est ça? Voilà. Très bien. Donc, quelles sont les espèces les plus présentes dans ce concours? Donc, on a choisi cette année, il y a 7 sections dans le monde des oiseaux. Nous, on a choisi juste 4 sections. Les 4 sections qu'on a choisies, c'est les canaris de posture, les canaris de couleur, la faune, les oiseaux sauvages comme le chardonnay, etc. Et on a choisi les exotiques. Les exotiques, c'est cet oiseau qui est dans la cage blanche. Là. Ah, qui est là, voilà, juste là. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais bon, on a choisi je le verrai dans un petit moment. Inch'Allah. On a choisi 4 catégories. Oui. On a invité 3 juges. Pourquoi 3 juges sur 4 catégories? Parce qu'il y a un juge belge qui fait les 2 catégories ensemble. Donc, il a accepté de juger les 2 catégories. C'est un juge de la faune, plus c'est un juge exotique. D'ailleurs, il va finir le jugement des exotiques ce matin. Après, il va passer à la faune et aux hybrides. L'hybride, c'est des oiseaux qui ont été croisés. Par exemple, un chardonnay qui va être accouplé avec un canari va nous donner un hybride. Ça s'appelle un mulet. Donc, ces hybrides-là, c'est des oiseaux qu'on obtient à travers l'accouplement de différentes espèces. Voilà. Donc le concours, normalement le jugement, si tout se passe bien, va être fini demain matin à 14h, parce que les juges vont retourner chez eux à 17h demain matin. Oui. Donc on va ouvrir les portes pour le public le vendredi après le Jumu'ah, Inch'Allah. Alors, on n'a pas entendu justement l'organisateur de ce concours. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous rajouter sur tous ces renseignements sur l'aviculture, l'horticulture aussi? Donc, alors Ça va الحمد لله صافي هذه الطبعة الثانية اللي درناها في وهران. سينا كيفاش نشاركوا بالطيور على مستوى الجزائر. صافي الحمد لله خويا طاهر راه كما قال لكم خويا طاهر منا راهم جاو شاركوا جميع الولايات. صافا الحمد لله. سينا كيفاه نلموا الشمل تاع جميع 58 ولاية جاو شاركوا في الطبعة الثانية هذه. صافي الحمد لله اللي قدرنا نوفروا لهم هذو لي جوج باش جبناهم شي حاجه سهله. مي الحمد لله سينا كفاه نجمعوا لي 4 كاتيجوري. مي صافا الحمد لله اللي جازت بخير وخلاص. Alors comment se fait justement bon, ça c'est vrai, les oiseaux, c'est la posture, le pelage et tout, mais comment vous décidez à recevoir tel et tel éleveur et tel aviculteur? Donc, comment se fait on va dire, l'acceptation et les critères justement des... Les critères, madame, sont simples. En premier lieu, l'oiseau doit avoir une bague dans son pied. Pourquoi? Ces bagues-là, madame, on ne peut pas les mettre à l'oiseau s'il est grand, âgé. Donc, ces bagues-là, on peut les mettre dans le pied de l'oiseau au 4e jour de la fécondation de son œuf, donc quand il est petit. Donc ça prouve que cet oiseau est né dans une cage. Parce que nous, on ne peut pas juger des oiseaux de la nature. Voilà. Ah, d'accord. Tous ces oiseaux-là... Ce que j'allais vous poser comme question, est-ce qu'ils sont élevés dans une cage, dans un endroit fermé ou alors dans un endroit ouvert? C'est tous des oiseaux
c'est des productions. C'est des oiseaux nés. Pardon. Voilà. Oui, allez-y. C'est des oiseaux nés en cage. D'accord. Les bagues, ils sont mis dans les pattes des oiseaux à partir du 6e jour. Oui. Au-delà du 6e jour, on ne peut pas les mettre. Donc, on ne peut pas tricher. Impossible. Impossible de tricher. D'accord. Parce que c'est des bagues fermes. Et comment se fait le suivi de la santé des oiseaux? Il y en a des vétérinaires. Oui. Chaque association a son propre vétérinaire qui fait la tournée chez les éleveurs dans leur élevage, chez eux. Et c'est lui qui décide qui va participer au concours et celui qui ne va pas participer. Celui qui est en bonne santé, voilà. celui Et nous aussi, on a notre vétérinaire. Le jour de... C'est monsieur Faudil. Voilà. Le jour de la réception des oiseaux, il va vers le check-up. Il va voir les oiseaux qui sont malades, on ne va pas accepter. On va les écarter. On va les éliminer. D'accord. Voilà. Et ceux qui sont en bonne santé, c'est eux qui vont participer. D'accord. Donc, et les éleveurs, madame, doivent adhérer des associations de l'ornithologie en Algérie. Et comment se suit justement la croissance de ces espèces? La croissance se fait par les éleveurs, madame, parce que c'est des élevages généralement fermés, donc dans leur maison. C'est des élevages à domicile. Donc, il y a des gens qui élèvent dans des box, des grandes cages faites à la maison, ou des petites cages d'accouplement qui ne dépassent pas le 1 mètre. Alors, et les éleveurs, messieurs, est-ce que ils suivent des formations ou alors ce sont des passionnés de l'aviculture? Justement, on organise à chaque fois, des journées techniques avec des gens. Avec ces juges-là. Voilà, les juges qui sont arrivés là. Oui. C'est eux qui donnent des conseils. Comment dirais-je, qui font des formations avec des journées techniques, même par distance. Par exemple, ces juges-là, tout au long de l'année, on a fait des visioconférences en direct sur Google Meet. Donc, nos éleveurs, on partage le lien. Ils rentrent généralement, on effectue ces formations-là, on les fait le vendredi après 18h, comme ça les gens peuvent participer. Donc lui, il fait son programme, il expose le sujet, sur lequel il a fait la journée technique. Après, il donne 30 minutes au président pour ordonner aux éleveurs qui ont participé de donner des questions. Après, il leur répond aux questions. Des fois... Alors, et les questions, là, je m'adresse à l'organisateur du concours. Alors, les questions tournent autour de quel sujet, en fait? لي سيجي حنا نخلوا المربيين هما اللي يطرحوا لي سيجي على لي سيجي اللي هما عندهم مشكل في الطيور تاعهم ولا يحوسوا يعرفوا معلومات على الطير تاعهم كيف يربوه. فوالا نخلوهم هما يطرحوا الاسئله على الحكام باش يعرفوا. Ah, donc c'est l'éleveur qui pose la question. Ah, d'accord, au juge. Des fois, on choisit le thème et c'est les éleveurs qui préparent leurs questions et tout ça. D'accord, très bien. Ça, c'est bien, hein, quand même. On dirait que c'est une formation. Hein. C'est une formation continue. Voilà. Parce que, si je peux me permettre, Monsieur le Président, on a créé la CAGO. La CAGO, c'est le Collège algérien des juges de l'ornithologie. D'accord. Donc, dès qu'on obtient notre adhésion définitive à la COM par les autorités algériennes, Inch'Allah, elle est en cours, parce que c'est bon, ils nous ont fait les enquêtes nécessaires pour ça. Donc, dès qu'on intègre officiellement cette organisation, la CAGO va commencer son travail de formation de juges ici en Algérie. Pour nous aussi, on aura notre effectif de juges en Algérie de l'ornithologie. Ces juges-là, c'est nos enfants de l'Algérie, c'est des éleveurs. C'est des éleveurs généralement qui ont beaucoup d'expérience. Et nous, on ordonne aux éleveurs de choisir une section, l'oiseau qu'il aime. Donc, parce qu'on ne peut pas être juge dans toutes les sections. Toutes les races. Voilà. Donc, cette formation, généralement, s'effectue sur un temps de 4 ans.
Donc, il y a des tests qui sont faits par ces juges-là qui ont jugé les oiseaux. D'ailleurs, hier, on a fait un test technique pour les juges qu'on va, Inch'Allah, préparer dans peut-être 4 ou 5 ans. L'Algérie aura ses premiers juges et qui peuvent exercer en national et en international. Alors, quand on parle justement, l'Algérie aura dans quelques temps, dans 3-4 ans peut-être, ses propres le cursus. juges. Voilà, est-ce qu'ils vont faire une formation? Voilà, la et formation. où sera faite cette formation? Donc, on va, Inch'Allah, on va avoir... donc, c'est le ministère qui va nous donner l'autorisation. Nous, on a fait toutes nos demandes au ministère, parce qu'il faut suivre la loi 1206. C'est elle qui stipule toutes ces conditions-là. Inch'Allah, elle est en bonne voie. Donc, c'est pour bientôt. Et donc, dès qu'ils passent leur... Voilà. Inch'Allah, pourquoi pas? Inch'Allah, leurs examens. Donc, il y a des examens qui s'appellent, en premier lieu, des examens d'évaluation. On évalue l'éleveur. Est-ce que cet éleveur-là a la capacité de devenir juge? Et ça se passe dans la transparence et l'égalité et tout ça. Donc, on doit suivre ces règles-là pour que personne ne sera exclu. Donc, hier, on a effectué un test par le juge. Il a fait un test pratique et un test technique. Il a ramené des questions avec lui dans une enveloppe fermée. Il leur a fait un test technique. Donc, les résultats, normalement, il va les communiquer aujourd'hui pour 3 élèves juges qui seront, Inch'Allah, élèves juges. Après ce test-là, l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire un examen d'entrée. C'est ça. S'ils vont avoir cet examen, donc ils peuvent devenir des élèves juges. Après, quand il devient un élève juge, il doit participer au moins à 3 nationaux, à 3 éditions comme celle-là. Donc chaque année, il doit participer à un concours. En même temps, dans le concours, il va effectuer des examens. Donc, s'il a les 3 examens, il deviendra juge, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, une toute dernière question à l'organisateur du concours. Quel est l'objectif de ce concours? L'objectif, احنا رانا حابين ان شاء الله بربي نوصلوا باش نورغانيزو ان مونديال في الجيري نجمعوا به نديروا ان مونديال باش نجمعوا جميع دول العالم باش يجوا يشاركوا هنا ان شاء الله نديروا مونديال ان شاء الله باش نوصلوا بهذه الهوايه لابعد نقطه ما نقعدوش غير على مستوى الجزائر ان شاء الله ماذا بينا نوصلوا لابعد نقطه فيها نوصلوا نديروا ان مونديال هي الاوبجيكتيف تاعنا نحافظوا على الطير هذا في باش ما يكونش باش ما ينقرضش ولا باش ما تكون هوايه يبدع فيها الشباب ان شاء الله. Donc madame, notre slogan c'est élever pour ne pas prendre de la nature. Élever pour ne pas prendre de la nature. Voilà, donc c'est ça le slogan du concours. Donc merci beaucoup messieurs. Merci monsieur Taha Tamdarari, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous, madame, je vous remercie à vous madame. Inch'Allah, on vous invite le vendredi à quelle heure? À partir de 14h à Dar el Bia Millennium. Ici à Or. Les portes ouvertes pour tout le monde. À Dar el Bia Millennium. À partir de 14h le vendredi, donc soyez au rendez-vous et soyez nombreux, parce qu'il y aura vraiment plusieurs races que vous allez découvrir. Il y aura même un petit show, madame, des perroquets pour ceux qui vont ramener leurs enfants, Inch'Allah. Les perroquets. Ils ne sont pas encore arrivés de Alger parce qu'ils ne vont pas être jugés. On n'a pas choisi la section du bec crochet cette année, mais il y aura un show. Essayez de nous programmer ça pour nous ramener des perroquets, pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 3e édition, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, marhaba bikom. J'espère que نخفف عليك, bien sûr. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage. Merci. Alors, sujet sur le court-métrage algérien Zahara au Fiofa. Alors, sujet de Yasmine Amiri, on se retrouve juste après. خليتي كاع لي جوي غدا تنبيني بالتراب
Zahra, un court-métrage algérien qui raconte le parcours émouvant d'une fillette confrontée à la perte de sa mère. À travers ses questions sur la vie et la mort, le film met en lumière la sensibilité poétique et la vision romantique de son réalisateur. Le rôle que j'ai interprété est celui d'une jeune fille orpheline depuis sa naissance, animée par un profond désir de découvrir la vie. Une œuvre qui mêle la beauté de la nature à des dimensions spirituelles et humaines. À travers Zahra, j'ai voulu montrer que la lumière ne s'éteint jamais tant qu'il y a une femme, source de vie malgré la perte. Je suis fière de voir ce film dépasser le cadre local pour toucher le public arabe au Festival international du film arabe. Ces images illustrent la richesse des œuvres algériennes sélectionnées parmi les courts-métrages en compétition pour les prix de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran. En ce qui concerne la production, j'ai beaucoup apprécié la diversité des histoires représentées. Aujourd'hui, nous avons assisté à la projection d'environ 6 films et nous les avons vraiment appréciés. Le public, les projections, l'ambiance, tout était réussi. Cela nous donne encore plus envie de nous intéresser à la culture et au cinéma. Le Festival international du film arabe d'Oran demeure un espace majeur pour la créativité et l'expression artistique, une véritable vitrine du cinéma algérien entre émotion, réflexion et talent. Alors, du FIOFA au plus vieux, plus ancien, on va dire, festival, on va dire dans le monde arabe, puisque c'est le festival du théâtre amateur de Mostaganem, en sa 56e édition, un carrefour artistique incontournable en Algérie. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Habbel Boukhari. Alors vous êtes directeur artistique du théâtre régional de Mostaganem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Tout le plaisir est pour moi. Merci téléspectateurs de la station Oran de télévision. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette 56e édition? Cette 56e édition... Combien de troupes il va y avoir 8 troupes qui sont en compétition, en IN. Il y a Oran, Ain Defla, Meliana, Tizi Ouzou, Tbessa, et encore Meliana aussi. Ils sont en compétition. En compétition. Il y a d'autres spectacles en off, comme l'association Le Mouja, avec un spectacle. Il y a aussi l'association Ben Mohamed. Ça, c'est des associations de Mostaganem. Sans compter qu'il y a avoir des spectacles de rue, plus un peu de spectacle pour enfants dans tous les environs de Mostaganem. Sidi Ali, Ain Tedles, même les petits villages qui vont animer et voir. Donc vous avez animé non seulement la ville de Mostaganem, mais toute la région de Mostaganem. Exactement. Très bien. Alors, quelles ont été les nouveautés introduites au Festival du théâtre amateur, en sachant que ce festival a été créé en 1967, donc il est connu pour être le plus ancien des festivals en Algérie, pas uniquement en Algérie, dans toute l'Afrique, dans le monde arabe. Donc, qu'est-ce que vous avez introduit comme nouveauté lors de ces 56 ans après? Bon, la nouveauté, c'est par rapport surtout à l'organisation. Cette fois-ci, il y a aussi des conférences avec des docteurs, des spécialistes de théâtre. Pour nos invités aussi, il y a des hommes de théâtre qui sont venus d'Alger, d'Oran, par exemple, Madame Aïda Kchoud. Il y a aussi
Mustafa Ayed, le fils de Rouiched, Fatih Awarad qui fait partie aussi des jurés en même temps. Cette édition aussi, on a essayé de faire participer les environs de Mostaganem. Ils ont une part de voir des spectacles de théâtre comme Aïn Tedlis, Sidi Ali, Memesh, pas mal d'environs. Donc ça, c'est déjà un acquis. Pour le reste, il y avait une ouverture aussi. Alors, quand vous avez dit pour le reste, donc on laisse le reste juste après cette boucle d'Oran. On se retrouve juste après avec nos deux invités parce qu'il y a un invité qui doit nous rejoindre dans un petit moment. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير هو الفكر كيف سواها وفراقك انا قدرت عنه هو الفكر كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغاليه وسطيق العالية باليقين أنا في قلبي قال هو الفكر كيف سواها وفراقك ما قدرت عنه هو الفكر كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه On a toujours des invités qui interviennent à chaque fois avant qu'on soit en direct. Eh bien, nous, c'est ça, le théâtre, les festivals qui se succèdent à au Bonjour d'Algérie, votre émission, votre quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est le mercredi 5 novembre. Eh bien, aujourd'hui, comme d'accoutumé, c'est la station d'Oran qui assure le Bonjour d'Algérie. Eh bien, on vient juste d'être rejoint par M. Kamel Attouch. Alors lui, il est metteur en scène au théâtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé tard. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était un problème de circulation. Circulation. Oui. Ah ben voilà, oui. Eh ben oui. Vous venez de Mostaganem? De Mostaganem. Comment Je suis d'origine de Blida. J'ai travaillé avec Silla en tant que metteur en scène. J'ai monté le spectacle de Raghba, Désir. Oui. Et on a participé à cette édition du festival. Donc vous êtes l'un des participants? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre pièce avec laquelle vous avez participé à cette 56e édition lors du festival le plus ancien des festivals en Afrique et dans le monde arabe? Oui, bien sûr. Bon, j'ai monté un spectacle Raghba qui rentre dans ce qu'on appelle le théâtre de l'image. Voilà. Et en même temps, on a présenté... Quand vous dites théâtre de l'image, théâtre de l'image, c'est, comment dirais-je, c'est après le texte. Maintenant, on parle, bon, sur le plan dramaturgique, on parle d'un texte et on parle aussi après le texte. Donc, on a joué. Bon, c'est vrai, on a pris le texte support, mais on a essayé d'extraire tout ce qui est image à partir d'un texte écrit. Donc, c'est une expérience où le spectateur va essayer de voir plusieurs images qui se succèdent sur scène, mais en même temps, il y a le feeling, comme on appelle, le feeling, donc il peut comprendre l'histoire uniquement à travers l'image. Justement, alors quand vous dites il va comprendre l'histoire uniquement à travers l'image, quelle est l'histoire de Raghba? Raghba, donc, c'est une pièce adaptée à partir d'une pièce d'un dramaturge appelé Abbas Ahmed El-Hayek, saoudien. On a pris le texte et on a essayé de l'adapter à notre époque
à notre société. Et en même temps, Raghba parle d'un ensemble de jeunes qui veulent essayer de s'évader à travers le rêve, à travers l'amour, à travers une recherche, quelque part dans leur destin, etc. Donc, tout ça, on peut l'appeler Raghba. Quand on voit le texte, quand on voit le spectacle, on sent que Raghba est une femme. En cherchant la femme, mais à la fin, ce n'est pas une femme, c'est tout un rêve. Plusieurs rêves. Chacun, en même temps, il a un rêve spécifique pour lui. D'accord. Voilà. Alors, quels sont ces rêves exprimés lors de cette pièce théâtrale? Le rêve, bon, on a les personnages, on a un ensemble de personnages, on a un journaliste, on a un écrivain, on a un simple citoyen, on a aussi l'intermédiaire entre ces 4 personnages. Voilà. La pièce, elle s'appelle, bon, c'est la traduction, elle est juste, il a baptisé le Mezbel al-Fadila. Nous, on a essayé de donner un autre intitulé qui est Raghba. C'est exprès, parce que dans le texte, c'est pas une décharge, vraiment c'est pas une décharge, même sur le plan scénographique. Ben oui, puisque c'est constitué par des rêves. Voilà. Donc on a joué surtout sur le plan scénographique, sur une scénographie mobile. Il y a un changement à chaque fois de la scénographie. Des fois on commence par le train. On commence par le train. Ben oui, la vie est représentée par un train. Très très bien. Ensuite, on a l'explosion du train. On se trouve dans une décharge. La décharge se transforme au présent. À la fin, il se transforme à un bateau. Et on voit le bateau vraiment sur scène avec la technique du mapping théâtre, performance théâtre. On voit que vraiment, à la fin, la scène, elle va se transformer à un théâtre nu. Ça veut dire qu'on commence par le vide et on se trouve dans un vide. C'est un spectacle philosophique, mais le plus important, c'est que le public, il est vraiment, vraiment accroché par le spectacle. Justement, ah, oui. D'ailleurs, vous êtes en train de me raconter, et là, voilà. je suis là, c'est que je suis en train d'imaginer la scène. Voilà. C'est ça le théâtre. Le théâtre, c'est une création d'imagination. Il faut développer l'imagination chez le spectateur. Surtout, on est dans le monde de... C'est que vous avez réussi, de toutes les façons, vous avez réussi à déclencher ça dans ma tête. Merci. C'est que j'ai commencé à imaginer, justement. Merci beaucoup. Surtout quand vous m'aviez dit, on commence par le train, ensuite c'est une explosion. Alors certainement, ça doit être une explosion de rêve. Oui, bon, la pièce, elle a été inspirée d'un texte qui est très connu, John Fosse. John Fosse, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Quelqu'un qui va venir ». Quelqu'un qui va venir, c'est un spectacle vraiment... Quelqu'un qui va venir. Oui, c'est à peu près En attendant Godot de Samuel Beckett. Oui, j'aime bien. Quelqu'un qui va venir, il y a 3 personnages. Il y a le « il », le « elle » et l'autre. Vous imaginez que le spectacle... Alors, attendez, le « il », c'est « il ». Sur les « il ». Et le « elle », c'est « elle ». C'est « elle ». D'accord. Et l'autre, c'est celui qui va essayer de faire ce qu'on appelle, comment dirais-je, il va faire la corrélation entre les deux. En cherchant l'autre, finalement, on ne trouve pas l'autre. L'autre, il va gêner les deux. Donc, le spectacle parle le désir de l'amour, la solitude, et en même temps, en attendant quoi? En attendant peut-être l'amour, en attendant la mort, en attendant quelque chose qui va pas forcément venir, mais le spectacle rentre dans ce qu'on appelle, il n'y a pas un texte, mais il y a un dialogue à partir du silence. Des fois, on se trouve face à face, sans parler, mais on peut transmettre un message. Justement, parce que déjà le silence, c'est un message. Voilà. Parce que des fois, oui. Voilà, c'est la magie du théâtre. C'est la magie du théâtre, effectivement, et la magie du cinéma, et la magie, c'est la magie artistique. Exact. D'ailleurs, et l'expression du silence, c'est tout un tout. Hein. Voilà. D'ailleurs, le silence, il peut exprimer beaucoup. C'est pas uniquement neutre, on va dire, mais c'est de l'émotion, en fait, le silence. Peter Brook, il a un livre qui s'appelle L'espace vide. L'espace vide. Il dit que il suffit d'avoir 2 comédiens face à l'autre, on peut avoir un théâtre. Alors, et de quelle façon le festival contribue justement à l'émergence de ces pièces théâtrales, messieurs? Allez-y.
Le festival, d'abord, il est là pour promouvoir ces spectacles et en même temps, ça va nous permettre de voir, par exemple, ce qui se passe dans les associations. Et moi, je pense que cette édition, le niveau des spectacles, il est très très bien. Ça veut dire... il est plus élevé que les éditions précédentes? Tout à fait. Et là, même les appréciations des jurés, ils voient que cette édition, ça veut dire comment on appelle... À un certain niveau, un peu plus haut? Plus haut, donc cette fois-ci c'est bien. Donc voilà, on est tombé dans une situation. Alors, on ne peut pas faire la différence entre un théâtre professionnel et un théâtre amateur. Et quelle est la différence entre les deux? C'est la profession, c'est tout. Mais le travail artistique, le travail professionnel, c'est dans le spectacle lui-même, dans l'œuvre. Effectivement. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est... Voilà. Alors, la pièce théâtrale Raghba, elle a combien de temps de... 65 minutes, exact. Très bien, c'est 1 heure et 5 minutes en fait. Alors, 1 heure et 5 minutes de rêve. C'est un voyage, vraiment. C'est un voyage à travers... Le spectacle, alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces rêves exprimés lors de cette pièce théâtrale? C'est des rêves de jeunesse. C'est des rêves de jeunesse. Comment dirais-je, c'est un ensemble de rêves différents. Les jeunes Algériens, chacun rêve d'une vocation à peu près spécifique. Effectivement. Voilà, et on trouve ça dans le spectacle. C'est pour ça le spectacle, quand on le donne, ça y est, le spectacle n'appartient pas au metteur en scène, ni à l'association qui a produit le spectacle, appartient au public. Donc à chacun de spectateurs, il peut interpréter le Raghba à sa façon. C'est ça le plus beau. Je vous ai posé cette question, c'est parce que j'ai un but dans ma tête, c'est pour voir un petit peu comment réfléchissent les jeunes actuellement en 2025. Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs attentes de la vie? Voilà, bon, on a vu que les jeunes, dans ce spectacle, réfléchissent d'une manière positive. L'amour du pays, malgré les défaillances, malgré les lacunes, mais ils essaient toujours de trouver, d'ailleurs la pièce commence par l'expression, parce qu'on a essayé de mélanger entre l'arabe classique et l'arabe algérien, style algérien, donc en disant malgré tout, malgré tout, Cette l'expression, elle se répète à chaque fois avec plusieurs... Pourquoi elle se répète à chaque fois? Pour dire, malgré toutes les insuffisances, etc., mais on essaie toujours de se raccrocher à ce beau pays, voilà, et de donner la bonne image. C'est notre Algérie. Voilà, notre Algérie. Et en plus, entre nous, de toutes les façons, il n'y a pas de pays parfait. Dans le monde, il y a toujours des lacunes. Donc, mais comme nous, les Algériens, généralement, alors je m'excuse avec mes respects, moi je suis algérienne, tout comme vous d'ailleurs, donc on est très exigeants généralement. Des fois on a beaucoup de choses, mais on se dit non, on n'a rien, alors qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. Donc il faut dire alhamdoulilah. Écoutez, alors juste une toute dernière question. Donc demain c'est la clôture du festival. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer, la clôture de cette 56e édition? La clôture, il va y avoir la même expo de l'ouverture, là où il y a l'historique du théâtre depuis sa naissance, ça dure jusqu'à maintenant. Et il va y avoir la remise des prix avec un spectacle de Ibn Beja. C'est un spectacle de variété. On voulait changer. Faisal Ben Krizi. Oui, exactement. Donc, qui sera à l'honneur pour faire un spectacle musical qui va être, ça veut dire, avec les lauréats, ce qu'il va y avoir. Les gens qui vont avoir les prix. Très bien, donc demain soir, Mostaganem en fait. Donc c'est ça. C'est ça, oui, exactement. Très bien. Alors nous arrivons à la fin de notre petite entrevue, on va dire. Donc je vous dis bon vent pour Raghba et bravo pour votre intervention. Sachant qu'on a participé dernièrement en Jordanie, on a eu meilleure scénographie, meilleur décor de théâtre. Ça fait pas longtemps, ça fait un mois.
Ah, ben félicitations, يعطيكم الصحة. Donc, toujours avec la pièce la même pièce, la même pièce. Très bien, يعطيكم الصحة, vraiment. Il y a combien? Alors, juste, je vais enfreindre à la loi. Donc, je reviens à notre invité. Donc, il y a combien de comédiens dans la pièce théâtrale? 5 comédiens. Donc, chacun représente un rêve, c'est ça? Voilà, les 5. Oui. C'est ça. Très bien. Donc, je vous souhaite d'avoir aussi le premier prix au Festival du théâtre amateur de Mostaganem. Ce n'est qu'un. Pourquoi pas? De toutes les façons, le prix, ce n'est qu'un. Voilà. De toute façon, toutes les pièces théâtrales, toutes les troupes qui ont participé oui, toutes les troupes, sont gagnantes. D'une certaine façon, sont gagnantes. Oui. Donc, merci beaucoup, messieurs. Bon vent et bon courage. Merci. Et bonne soirée pour demain. Merci. Et une chanson, un clip de Nadir Belmansour. On se retrouve juste après. مجروح في وصل محال مشي حق عليك يا غزال تهجرني وتروح مشيت طريقي في وصل محال عليك سوال يدك الزين سكن لي في البال مشيت طريقي في وصل محال عليك سوال يدك الزين سكن لي في البال عندها عينين الغزال حرة الريام اكتر فيك المديح والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين عندها عينين الغزال حرة الريام اكتر فيك المديح والصوت حنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين يا مولانا حسن العود وكون معانا جروح ويفوتوا الايام ويفوتوا المحال وتولي ليا ندمانة علمت في الدنيا اكبر ودار عليا بنية اسمعي ليا نحلف يمين نقسم لله هي ننساك وننسى السنين والصوت حنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين نحلف يمين نقسم لله ننساك وننسى السنين والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين يا مولاي. De retour sur notre plateau et moi je commence toujours avec nos invités puisque Nadir Belmansour, non seulement c'est un ami, mais ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu vraiment, donc il vient à Oran mais on se rate tout le temps, mais aujourd'hui c'est bon, donc on ne s'est pas raté cette fois-ci Nadir. Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous n'êtes pas venu les mains vides Nadir. Non.
Le bébé, non. Il est là, le bébé. Voilà, qui a quel âge en fait? Combien de mois? Il est sorti le 5 septembre. Le 5 septembre. Dernièrement. Dernièrement, oui. Dernièrement. Maturity, Ar-Rushd. Maturity. Mon premier album solo. 9 titres chantés en arabe pratiquement. Donc très heureux de vous le présenter à la télé algérienne. Justement, alors 9 titres. Alors je vois plusieurs, il y a Sallo, il y a Rabin, il y a Zin Lamema, Lila. Zin Lamema, c'est une reprise. Alors il y a Sallo, il y a du patrimoine dedans, j'ai rajouté du texte. Le titre Hada, vous l'avez plusieurs fois passé à la télé, je le vois de temps en temps. Ouais. Zin Lamema, pareil. Lila, je ne sais pas si vous l'avez passé, parce que en fait j'ai sorti les titres en clip depuis 3 ans, petit à petit. C'est ce qui se fait actuellement, donc je sors progressivement. Actuellement, ils sortent beaucoup plus les singles. Les singles, voilà. Donc j'ai sorti des singles petit à petit, elle a les moyens, et puis c'est la norme maintenant, ça ne sert à rien de sortir un album d'un seul coup. Oui, donc, voilà. Il m'en restait 4, je les ai sortis, enfin j'ai sorti tout l'album le 5 septembre. Donc il y a quelques titres qui ne sont pas encore clippés, mais la plupart le sont sur YouTube, vous pouvez aller checker. Alors parlez-nous de Majrouh. Le texte. Alors le texte, en fait c'est une mission. J'ai été missionné par un ami à moi qui ne pouvait pas dire jarh ta'ou. Il ne pouvait pas le dire lui-même. Il était blessé. C'est un ami à moi qui a écrit et composé le titre et qui m'a offert le titre. C'est pour ça que et je l'ai mis sur mon album. Du coup, je parle à sa place. Ces blessures. Je les chante plutôt. Et c'est Eljo, Bilal Mahsen, que je salue d'ailleurs. Donc je ne pourrais pas en dire un peu plus sur ces blessures, mais je les chante. Et je pense que ça suffit, le message, il fout. Ça c'est sûr, à travers les chansons, Exactement. Le message il passe très bien même. Donc vous avez exprimé son désarroi, vous avez exprimé justement ses douleurs aussi à travers une chanson. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous exprimer à la place d'autres personnes? Cette fois-ci c'est pas vous, c'est une autre personne qui est en train de souffrir en silence, qui ne peut pas exprimer son désarroi, on va dire sa tristesse. Mais là, vous vous exprimez à la place d'une personne. C'est assez spécial parce que c'est une mission, comme je le disais, donc c'est une responsabilité. Surtout que j'ai l'habitude de chanter mes textes ou des reprises du patrimoine. Donc c'est assez spécial, mais c'est un honneur aussi. Donc message d'amour. Ben oui, surtout quand on a un ami qui se confie à nous. Tout à Donc fait. là, il vous fait vraiment confiance et puis il se jette corps et âme pour vous raconter son désarroi, vous raconter aussi ses émotions, mesquines. Donc c'est vrai, ce sont des sentiments quand même assez spécifiques, on va dire. Parce que quand on n'est pas bien, donc on aimerait bien que quelqu'un nous écoute, qu'il ressente un petit peu ce qu'on ressent. Parce que des fois, on ne ressent pas le mal des autres personnes. Et là, vous l'avez chanté, ce mal. Tout à fait, tout à fait. C'est une blessure que, alhamdoulilah, moi, je touche du bois. Je n'ai pas eu beaucoup de jarh. Je suis marié depuis quelques années maintenant. Et j'ai écrit un titre pour madame. Qui s'appelle Butterfly. Et c'est une façon, on va dire, à l'algérienne de clamer son amour pour sa moitié, fait avec humour, subtilité. À l'algérienne, on n'en dit pas tout. L'algérien, d'ailleurs, il ne dit jamais, il ne dit jamais rien. Il laisse tout derrière dans sa tête. Il ne s'exprime jamais. Exactement. Des fois, lui, il est bien, mais nous, on pense qu'il n'est pas bien du tout. Alors, avec la maturité, j'ai appris à dire les choses importantes, mais je le dis subtilement, voilà. Alors, c'est un clip où on a vu quand même des paysages féeriques. Donc, où est-ce que s'est passé le tournage du clip? Alors, c'était à Marseille, là où j'habite actuellement. Une ville que j'adore. Enfin, ça me rappelle Oran. Oran, voilà. C'est pour ça que j'y suis, j'ai choisi cette ville. La Méditerranée. La Méditerranée, exactement. Donc, Ntouahash, mais comme je suis à Marseille, ça va.
C'est juste à côté de exactement. toutes les façons. Hein. Qui, dès que j'ai le blues ou là, voilà, je viens rapidement. Très bien. Alors là, je vois d'ailleurs, comme je l'ai dit, Sallo, Rab'in, Zin Lamema, donc Barintoub. Alors, quand on voit ces sujets, vous vous adressez à une certaine jeunesse. Forcément. Ou pas d'ailleurs, parce que je le vois dans le public, à mes concerts, il y a des jeunes, de très jeunes, jusqu'à 77 ans, de 7 à 77 ans exactement. Vous évoquez la purification, vous évoquez aussi, on va dire, la purification des cœurs. En chantant ça. Barintoub, oui. Voilà, Barintoub, c'est ça. Donc, est-ce que vous vous adressez à une certaine catégorie vous adressez à un certain public ou alors vous avez généralisé? Alors, c'était un message à mon pays, à mes compatriotes, pour améliorer les choses. Voilà, c'était le but du texte. Travaillons. Faisons ensemble avancer le pays. C'était le message. C'est-à-dire, Barintoub, j'ai envie de réparer les choses, quoi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau Oui. Bon, ce que vous nous choisissez. Hein. Oui, il y a le choix. Il y a 9 titres. Alors, Barintoub. Barintoub. Ouais, Ntoubou, c'est-à-dire c'est quand même, c'est spirituel. Voilà. Je propose plus. C'est ça allez-y, oui. Zin l'Amama, qui est plus spirituel. Voilà. C'est un peu plus spirituel. Oui. Et en plus de ça, tout le monde la connaît. Aussi. Ça fait partie du patrimoine. Du patrimoine, exactement. Salat alik, ya Zin l'Amama. Sallallahu alayk, ya ris al-qiyama. صلاة عليك يا زين العمامة صلى عليك يا ريس القيامة من هو وحد يا زين العمامة وحد هو الله يا ريس القيامة من هما الاثنين يا زين العمامة آدم وحواء يا عريس القيامة هما 3 يا زين العمامة 3 الشياطين يا عريس القيامة من هما 4 يا زين العمامة 4 كتب يا عريس القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة صلى عليك يا عريس القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة صلى عليك يا عريس القيامة. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette belle interprétation. D'ailleurs, vous lui avez ramené un certain arrangement. Tout à fait. Oui, c'est un changement, hein, en fait, pour la chanson traditionnelle. Donc, ça a changé quand même avec la guitare sèche. C'est magnifique, ça. Oui, c'est un peu ma touche, ma formation. Oui, oui. Je suis passé par l'Andalous, le Raï, le Justement, oui. Et musique occidentale. Et forcément, quand on s'attaque à des textes traditionnels, si on n'amène pas une touche personnelle, voilà. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Nadir Ben Mansour. Donc, je le rappelle que vous avez sorti Maturity. Alors, votre dernier album sorti en septembre. Donc, bon courage. Merci beaucoup. Pour votre parcours artistique, on va dire. Donc, tout de suite, avec le sujet de Yasmine Amri, on se retrouve juste après. Bilia Chorazza, une histoire qui fait à la fois sourire et pleurer. Au milieu des ruines, un clown redonne le sourire aux enfants. Un rire fragile mais porteur d'une force immense, celle d'un peuple qui résiste par la vie malgré la guerre. Un éclat de rire comme un acte de résistance, une façon de dire que la Palestine respire encore.
on a senti vraiment la douleur. C'était trop douloureux, trop douloureux. Ce qu'ils ont senti et ce qu'ils sont en train de vivre. C'est vraiment inadmissible. Pour la première fois que je chauffe un document aussi touchant. Dans toutes les histoires qu'on a filmées à Gaza, il y a toujours cette force de caractère, de vivre, de résilience et d'aller toujours chercher dans l'art aussi une façon de tenir, de garder espoir. Et Alouche, à travers le personnage du clown aussi, qui va travailler avec les enfants, c'est très particulier. Un des objectifs et des buts avec Rachid depuis que ce projet est lancé, c'est justement de pouvoir garder la trace, de conserver la mémoire, le souvenir et de le porter à l'extérieur. Je pense qu'il est très important que ces films tournés à Gaza pendant la guerre soient diffusés à l'extérieur, surtout en Algérie, comme un retour symbolique au Festival du film arabe. Puis, place à la mémoire de la Palestine. Un documentaire de Serge Le Perron, inspiré des récits de Céline Husseini Shahid, transmis à sa fille Leila Shahid. À travers ce témoignage intime, la mémoire palestinienne s'exprime entre passé et présent, douleur et dignité. Par la voix de cette femme se raconte la perte, l'exil, mais aussi la fierté d'un peuple debout. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants dans cette traversée, ils ne sont jamais retrouvés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous sensibilisés par la cause palestinienne et comme ils n'ont pas de visibilité, je trouve que c'est très important qu'ils puissent être représentés dans un festival, tout simplement. Et donc on va découvrir les mémoires de Gaza. Et donc, Free Palestine! Je trouve que c'est important de mettre en lumière l'art cinématographique de la Palestine, du Proche-Orient et du monde arabe. Et je suis tout à fait d'accord avec Palestine pour toujours. Ces films, ils ont montré d'autres réalités. Donc il y a eu d'abord les projections concernant ce qui se passe à Gaza durant les bombardements, donc durant cette guerre, qui ont montré des aspects auxquels on n'avait pas pensé. 2 films, 2 regards, une seule cause, celle d'un peuple qui refuse l'oubli. Et à travers ces œuvres, un message résonne plus fort que jamais. Palestine pour toujours. Eh bien, je commence toujours moi avec mes invités. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ou je ne sais pas. Mais bon, parce que j'ai eu de bonnes nouvelles d'ailleurs. Vous allez les découvrir avec moi à travers nos invités, pas des moindres des invités, puisque nous recevons avec nous alors un revenant. Aujourd'hui, c'est la rencontre des bons amis. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait très longtemps, ça fait des années quand même, Younes. Alors, c'est Younes Merabet qui est présent avec moi. Je suis très content de le retrouver sur ce même plateau. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec, bien sûr, les 2 casquettes, tes 2 casquettes, la casquette du comédien que vous êtes, mais aussi, vous êtes membre de l'organisation du FIOFA 2025, la 13e édition. Merci. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul, puisque vous nous avez ramené quand même un très très bon invité. D'ailleurs, quand il m'a donné sa fonction là, c'est que j'ai sauté sur ça. Il vous faut toute une émission avec vous. Hein. Avec plaisir. Très bien. Donc, on verra ça avec notre rédacteur en chef, Nabil Noui, tout à l'heure. Oui. Non, alors, c'est Nabil Djedouani. Voilà, c'est Nabil Djedouani, fondateur des archives numériques du cinéma algérien. Impossible. Impossible. Donc on revient au FIOFA, la 13e édition. La clôture, c'est ce soir. Alors une petite récapitulative c'est-à-dire de ce qui s'est passé lors de cette 13e édition. Ça va être long. Non mais pour cette 13e édition, c'est une édition assez particulière parce que déjà que le festival a vraiment grandi. On a appris beaucoup de choses au fil des années. Ben oui, il a 13 ans. Voilà, et beaucoup de films, beaucoup de beaux films, une organisation élaborée, mieux organisée avec des gens incroyables, dynamiques, à l'image de Linda Bakhiria, à l'image de Kader Gerio, Faisal, Zoupiri. Et on a été une équipe soudée. Oui, alhamdoulilah. On a été une équipe soudée qui a fait du bon boulot. Et le bon boulot, c'est un témoignage des gens, des artistes qui ont été invités de différents pays. Donc,
On attend que Que le 14e. demander de plus? Parce qu'on a eu quand même des stars hein, qui sont venues, qui ont visité Oran d'ailleurs. Hein, donc, quand ils viennent, quand il s'agit du Festival du film arabe, mais aussi, et ils aiment bien Oran, Wahran. Oran qui est devenu. Qui abrite. Non, mais cette semaine, elle a été sous les projecteurs et pas des moindres. Oui. Et de nombreux artistes. Qui a déroulé le grand tapis rouge. Très, très beau tapis rouge aussi. Oui, effectivement, il est très grand, il est immense. Donc, les artistes qui ont été invités, les stars qui ont été... Il y a ceux qui ont découvert Oran, ils n'arrêtent pas de témoigner que c'est une très belle ville et qui mérite encore plus d'événements dans différents secteurs culturels. Donc, nous, on travaille dessus et on fait en sorte que la 14e édition soit encore et encore meilleure. Très bien. Alors, la clôture, c'est ce soir. Oui. Comment ça va se dérouler? Il faut venir. Non, mais on viendra, on y sera. Ça, c'est clair. Mais pour le téléspectateur qui ne peut pas se déplacer au centre des conventions. Et c'est ce que... Le centre de convention, la dernière fois, ne s'est pas rempli entièrement. C'est pour ça que j'appelle le public oranais à assister au centre de convention. Ah, vous savez pourquoi? Peut-être qu'ils pensaient que c'était uniquement par invitation, non? Non? Oui? Non? On est généreux. Il y a combien de places en fait? 3500. Ah, alors 3500, ça va suffire à tout le monde, hein, voilà. je crois. Donc, on a, tout au long de la semaine, on a appelé le public oranais à assister au film. Certes, il a été présent, mais l'année prochaine, il doit être encore plus présent. Il a joué un très grand rôle, hein, le public, cette année. Hein. Oui. Donc, sans plus tarder, donc, là, je m'adresse à vous. Donc, vous êtes fondateur des archives numériques du cinéma algérien. Vous avez même... Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette masterclass? Parce que si on commence à parler des archives, alors là, c'est qu'on ne va pas en terminer. Hein. La masterclass que j'ai animée n'était pas forcément en lien avec les archives. On a eu l'immense honneur d'accueillir un monteur qui s'appelle Yorgos Lamprinos, qui a été nommé notamment aux Oscars pour son film The Father. Et c'était vraiment un moment d'échange exceptionnel avec quelqu'un qui fait un travail exceptionnel depuis des années en fait. Donc j'ai eu cet honneur-là. Et puis on m'a aussi invité à présenter Nahla de Farouk Belloufa. Donc là, on est plus en rapport avec les archives. Alors ça, c'est une redécouverte d'un chef-d'œuvre algérien. Totalement. Nahla, c'est avec d'ailleurs notre ami et collègue Youssef Sayah. Exactement, qui nous a fait l'honneur de sa présence aussi, qui a pu parler du film. Et c'était vraiment un très beau moment pour lui aussi, parce que c'était un téléfilm, Nahla. C'est un film qui a été produit par la RTA à l'époque et qui a connu de rares diffusions en salle. Donc là, on a réussi à trouver une très belle copie du film et on a même trouvé un making-of du film qu'on a diffusé aussi. Et je remercie les programmateurs du festival de m'avoir invité à participer à cette édition. Une très belle édition où vraiment on a vu des chefs-d'œuvre. Moi, j'ai des favoris pour les prix de ce soir. Alors, j'ai remarqué d'ailleurs, il y avait beaucoup de réalisateurs jeunes, des jeunes talents, des jeunes. Il y a même une formation d'ailleurs qui m'a beaucoup plu. C'est le montage à travers le mobile. Là, c'était magnifique. Là, c'est à l'ère de la technologie, c'est à l'ère de comment la jeunesse d'ailleurs manie les smartphones, manie les... Donc là, ça m'a vraiment plu. Hein. C'était une bonne initiative. Hein. Il y a eu 3 ateliers documentaires, scénario et film pocket, on va dire. Comment fabriquer un film à travers un téléphone et faire un montage. Voilà. Donc il y a eu ces ateliers-là. Les 3 masterclass avec Rassan Messoud, Merzak Alouache et Yorgos Lamprinos qui a été nominé aux Oscars comme a dit Nabil tout à l'heure, qui a monté le film de Anthony Hopkins. Il y a plein de grandes stars dans le monde. Ouais. Donc à travers ça, on comprend que le festival grandit et s'améliore année après année. Et l'année prochaine, on souhaite qu'il y ait encore un plus grand nombre d'ateliers et des invités de luxe.
Très bien. Eh bien, des invités de luxe au FIOFA, eh bien, on ne va pas vous lâcher de toute façon, vous restez avec nous, même après le générique. Donc, on arrive à la fin de notre direct. Merci d'avoir accepté notre invitation, quoique vous n'avez pas répondu à notre question, c'est-à-dire comment va se dérouler la clôture. Donc, il faut assister. 3500 places, 3500 libres. Donc, venez pour les Oranais et toutes les personnes, même si vous n'êtes pas oranais et vous pouvez vous permettre de venir à Oran. Donc, marhaba bikum pour assister à la clôture. C'est ce soir au centre des conventions d'Oran à partir de 18h. 18h, ah c'est génial, très bien, à partir de 18h. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Bonjour d'Algérie, aujourd'hui, je le rappelle, on est le 5 novembre, il est 9h30 tapante, c'est l'heure de se quitter, mais momentanément, puisque je vous retrouve la semaine prochaine, le mercredi prochain, de la même ville, de la même station régionale, et je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée jusqu'à maintenant. Alors, bon week-end, au revoir.